Bonjour à toutes et à tous. Donc, Chloé Girardot-Moitié, moi, je suis élue au département et vice-présidente en charge des sujets ressources, milieux naturels, biodiversité et action foncière. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Il y a pas mal de bruit, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se connecter au même moment, c'est ça? Ah non, ça s'est arrêté. Bon, très bien. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Ce cycle de webinaires sur les sujets ruissellement pluvial et adaptation au changement climatique s'inscrit dans le large conseil départemental sur l'adaptation au changement climatique, un travail que nous avons engagé depuis le début de notre mandat pour réfléchir et mettre en place des actions qui vont nous permettre d'être plus résilients face au dérèglement climatique, à la fois dans l'ensemble des politiques du département et notamment les politiques sociales, puisqu'on sait les publics vulnérables sont en première ligne face aux dérèglements climatiques. On pense évidemment aux bouilloires thermiques en termes de logement. On pense aussi au risque d'inondation quand on est sur des zones exposées. Donc ça, c'est un travail qui est la chaleur aussi, les fortes chaleurs dans les écoles ou pour la petite enfance, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on mène en interne, mais on a aussi choisi d'être dans une dynamique territoriale et de travailler certains sujets avec l'ensemble des EPCI en particulier pour pouvoir réfléchir à des thématiques que l'on considère être importantes pour la Loire-Atlantique. Donc, on avait d'abord fait un diagnostic de vulnérabilité qui nous avait permis d'identifier des enjeux forts pour notre territoire. Et les EPCI ont ensuite choisi sur quels enjeux elles avaient envie de travailler, qu'est-ce qui leur semblait plus prioritaire. Et certaines d'entre elles, et je les remercie, ont accepté de s'investir dans des chantiers thématiques. Donc, ce matin, nous avons notamment Rémi Fontaine qui est présent avec nous, qui représente la communauté de communes de Nozay, qui est EPCI copilote de ce chantier sur les ruissellements. Nous avons lancé ce travail avec une conférence qui a eu lieu le 1er juillet au département, où nous avons reçu notamment des spécialistes, mais nous avons aussi eu des spécialistes en termes de politique d'urbanisme, notamment de gestion de l'eau, mais aussi des témoignages de collectivités. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à Rémi Fontaine, je vois qu'il vient de se connecter. Donc je viens d'exposer un petit peu le contexte de ce webinaire. Je ne sais pas, Rémi, si tu souhaitais dire un petit mot d'introduction également. Mm, Bon, peut-être un peu plus tard. Très bien. Bon webinaire à toutes et tous. Alors, on va compléter en rappelant un peu le contexte sur le chantier. Donc, hop, on a préparé quelques slides à cet effet. Excusez-nous un peu la technique qui est compliquée aujourd'hui. Alors, sur le contexte de la stratégie départementale, on ne va pas forcément plus s'étendre que ça, parce que même Chloé Girardot-Moitié, on a un petit peu parlé. Juste là, on a effectivement un volet interne et externe et un volet grand public. Et ce qu'on organise aujourd'hui, c'est dans le cadre du volet externe avec les intercommunalités. Ensuite, plus particulièrement, ce qui se déroule aujourd'hui, c'est dans le cadre du chantier ruissellement fluvial, qui a été choisi collectivement. Il a été choisi collectivement de travailler ce sujet pour différentes raisons. Déjà, il y a un fort taux d'artificialisation en Loire-Atlantique, le département du Pays de la Loire qui est le plus artificialisé, ce qui pose des problèmes en termes d'infiltration des eaux pluviales. Les fortes pluies, les phénomènes de fortes pluies, c'est quelque chose qui sera de plus en plus fréquent avec le changement climatique.
d'où l'enjeu de s'intéresser à la question du ruissellement fluvial dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Et c'est une problématique qui est déjà présente et qui risque de s'accentuer. Et ça a des conséquences multiples sur les milieux, les biens et les personnes, d'où le souhait de travailler ce sujet avec, pour copilote pour ce chantier, la communauté commune de Nozay et celle de Suderie Atlantique. Juste, on voulait vous reposer un petit peu la définition du ruissellement pluvial parce que c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet parce qu'effectivement, les inondations elles peuvent avoir de multiples causes et le ruissellement pluvial, c'est l'une des causes possibles, mais pas la seule. Donc, les inondations par ruissellement pluvial, c'est quand l'eau de pluie ne s'infiltre pas dans le sol, soit parce que la capacité du sol à infiltrer est dépassée, soit parce que le sol est de nature à difficilement infiltrer l'eau de pluie. Et de ce fait, l'eau, comme elle ne s'infiltre pas, elle va ruisseler vers les points les plus bas. Donc, ça peut être une rivière ou des zones d'accumulation diverses. Et elle va s'y accumuler, ce qui peut causer des inondations. Et ce n'est pas confondre avec d'autres types d'inondations. Notamment, il y a les inondations par débordement de courrier, donc quand l'eau sort du lit de la rivière. Voilà, la pluie pouvant être une des causes du débordement. Il y a aussi les inondations par submersion marine sur le littoral et les inondations par remontée de nappes phréatiques. Voilà, pour reposer un peu le contexte, aujourd'hui, on sera bien que sur les inondations par ruissellement pluvial. Donc, ce qu'on organise aujourd'hui, ça fait suite à une conférence inaugurale qu'on a organisée le 1er juillet, à laquelle peut-être que certains d'entre vous, vous y avez participé. Donc, il y avait 4 interventions. Il y en avait une première du GIEC Pays de la Loire autour de la notion de ruissellement pluvial et en quoi c'était un enjeu dans le cadre du changement climatique. Ensuite, il y avait une intervention de l'agence Urban Water sur la réglementation actuelle, le changement de modèle nécessaire et aussi quelques projets novateurs en la matière. Ensuite, il y avait une intervention de l'Association des maires de France en la personne de Stéphanie Ludo qui a bien pointé la responsabilité des élus face à cette problématique et les leviers dont disposent les maires. Et on a eu le témoignage de la maire de Safré qui nous a expliqué très concrètement ce qu'elle faisait au niveau de sa commune. Ce qui nous amène aujourd'hui au webinaire qu'on organise. Il y en aura 3 autres à venir. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il est plutôt sur l'approche planification, c'est-à-dire comment on prend en compte la problématique de ruissellement dans des documents structurants tels que les PU. Et il y aura 3 autres webinaires à venir. Un en octobre, plutôt sur l'aménagement opérationnel à l'échelle d'un quartier, qu'il s'agit d'un nouveau quartier ou d'un quartier existant. Le webinaire de novembre sera plus sur l'approche gestion. Et le dernier, sur la sensibilisation des populations, on reparlera en fin de webinaire. Vous avez bien les dates et que vous n'avez pas noté. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'approche planification et de comment on intègre la problématique du ruissellement fluvial dans les documents. On a celui de la commune de Saint-Marc-de-Coutèche, on a M. Charlier, le maire de cette commune, qui est présenté. Voilà, qui interviendra en premier. Et ensuite, on aura un témoignage de Mars Métropole autour de son PLU métropolitain et de l'étude ruissellement qui a été intégrée. Et on a 2 agents de la métropole qui sont présents avec nous pour en parler. Donc, sans plus attendre, on va laisser la parole à M. Charlier pour le premier témoignage. Pardon, excusez-moi, petite modalité technique d'abord. Il y aura donc chaque intervention et ensuite il y aura un temps de questions-réponses après chaque intervention. Comme vous le voyez, il y a très nombreux à collecter. Donc, les questions, ce sera notamment par écrit via les conversations ou éventuellement, vous pourrez cliquer sur le bouton lever la main, auquel cas il faudra que j'active le micro pour que vous puissiez poser votre question. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était une petite modalité pratique. Comme je disais, on va passer à l'intervention de M. Jarry. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est à vous, M. Charlier.
parce que j'ai un problème technique. Je suis dans ma voiture hein, parce que j'étais en réunion et j'ai pas eu le temps de rentrer, mais c'est pas grave. Ça peut se faire. Je suis à l'arrêt, hein, rassurez-vous. Je ne roule pas en même temps. Et l'important, c'est que vous entendiez. Voilà. Alors, effectivement, sur Saint-Marc de Coutais, c'est un sujet que nous travaillons, que je travaille depuis longtemps sur le sujet du ruissellement. Je dirais que c'est un sujet où j'ai déjà commencé à réaliser chez moi déjà personnellement. Après, ce sujet a été travaillé au sein de la Comcom, de la commune, pardon, et notamment aussi par rapport, parce que j'ai présidé le syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire pendant 15 ans environ. Et donc, ce sujet de ruissellement est un sujet qui me préoccupe réellement et je suis un éternel convaincu qu'on peut effectivement éviter ce ruissellement, tout au moins le diminuer, si on ne peut pas le supprimer en totalité, au moins le diminuer passablement. Si je voyais là tout à l'heure, vous parliez des inondations par ruissellement et les inondations où la rivière sort de son lit. Je crois que lorsque la rivière sort de son lit, c'est parce qu'il y a trop de ruissellement qui arrive en direct trop rapidement. L'écoulement des eaux pluviales arrive trop rapidement dans les rivières. C'est ce qui fait, à mon sens, la problématique qu'elle sorte de son lit. Donc voilà, c'est le premier constat que je peux faire et que je peux évoquer. Alors, sur Saint-Marc-de-Coutais, j'ai toujours été quelqu'un qui, toujours dit, dans l'aménagement, on va dire, l'aménagement de zones d'habitat, ou même que ce soit des zones économiques, on peut réduire, vraiment réduire le ruissellement. Et ce ruissellement, j'ai eu quelques difficultés à le mettre en place sur Saint-Marc-de-Coutais, notamment lorsque j'ai pu réaliser, mettre en place notre zone d'aménagement concerté. Je me suis heurté à l'aménageur un peu qui n'était pas favorable. Et donc, j'ai expliqué les choses que de toute façon, je suis persuadé que si on fait de l'infiltration, ça ne coûte pas plus cher, voire moins cher que de mettre des réseaux et d'écouler l'eau au point bas. Donc j'en suis à peu près convaincu de tout ça. Et donc chez nous, j'ai pu réussir à faire comprendre ça aux élus de ma commune et de faire comprendre également à l'aménageur. Alors, on connaît nos territoires, on connaît effectivement nos problématiques que nous pouvons avoir au sein des communes et on connaît aussi les problématiques de réseau hydraulique qui existent depuis 40 ou 50 ans et que ces réseaux, eh bien, ils ne sont pas dimensionnés en réalité pour accueillir toutes les eaux de ruissellement et les eaux pluviales. Donc, ce sujet, c'est un sujet que j'ai évoqué, que j'ai pu m'exprimer à plusieurs reprises et j'ai pu montrer et faire le constat sur ma commune. Donc des constats où le réseau, dans les années 90, le réseau ne pouvait plus absorber et on va dire le bassin versant qui arrivait au sein de Cœur de Bourg, eh bien, faisait également soulever les trottoirs par la pression parce que le tuyau d'évacuation n'était pas suffisamment dimensionné. Donc ça, c'est des constats que j'ai pu réaliser et j'ai toujours dit qu'on pouvait faire autrement. Et donc, sur la ZAC d'aménagement concerté, eh bien, j'ai fait faire des études de sol qui nous déterminent, parce que ça, c'est primordial, de faire des études de sol en priorité avant de concevoir cet aménagement. Faire des études de sol pour voir la vitesse d'infiltration des sols. Et ça, c'est important. Et on constate qu'il y a des sols sans modification
on va dire, modification du sol, mais en faisant soit des puisards, soit des noues, eh bien, qu'on envoie pratiquement pas d'eau dans le circuit hydraulique, pas du tout, et on voit l'infiltration et en plus on participe à l'épuration des eaux pluviales. Donc ça, moi je suis quelqu'un de convaincu, c'est testé chez moi sur la ZAC hein, d'environ 8 hectares, hein, qui est en cours de réalisation, qui n'est pas finie, mais qui est lancée depuis 2007. Donc voilà, et ça fonctionne. Et je vois bien qu'on a des trop-pleins, parce qu'il faut toujours avoir, malgré tout, une sortie de secours. Et donc, on a mis en place des trop-pleins éventuels. Et on a mis une noue un peu plus conséquente à la sortie de cet aménagement, de la zone d'aménagement. Et on a mis une noue. Et je peux dire qu'on a très, 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 très rarement de l'eau qui arrive dans cette noue. Si on a de l'eau, c'est vraiment quand on a des pluies exceptionnelles, hein, qui peuvent pas être absorbés parce que ça tombe trop d'un seul coup. Donc voilà ce que je peux dire, mais ça fonctionne. Et en même temps, j'ai toujours pensé qu'il faut travailler en tête de bassin. Il ne faut pas travailler que sur la partie d'aménagement qu'on est en train de réaliser. Hein, je crois que ça, il faut travailler dès la tête de bassin. C'est pourquoi nous avons un schéma directeur des eaux d'assainissement des eaux pluviales sur notre commune. Hein, on a fait un schéma directeur et on doit s'inspirer de ce schéma directeur. Et donc, on doit avant tout freiner les eaux en tête de bassin, ce que j'avais évoqué d'ailleurs avec le département quand j'avais en charge les mobilités. Je disais que les fossés eh bien, ne nécessitent pas un entretien tous de la même manière. Il y a des fossés qui sont en tête de bassin, ben, vaut mieux le laisser avec enherbé, voilà, parce qu'on freine l'eau et elle s'infiltre. Alors bien évidemment, il faut prendre en considération la sécurité routière. Donc on ne peut pas laisser un fossé qui déborde sur la route et risque danger. Mais si on travaille directement sur les têtes de bassin, alors c'est valable pour les routes, mais c'est valable aussi sur les communes. Tête de bassin, comme je le dis toujours, eh bien, on parle souvent dans les SCOT ou les PLU de replantation de haies. Alors oui, la replantation de haies, il y a deux types de haies à mon avis. Il y a la haie qui vraiment purement faunistique et floristique, c'est celle qui est replantée à plat. Et puis il y a celle qui est plantée sur talus, qui est floristique, faunistique et en plus hydraulique. Hein, et ça freine les eaux. Alors il ne faut pas les mettre n'importe comment, il faut les mettre perpendiculaires à la pente, bien évidemment. Et donc, je pense que c'est tout ça, quand on a sur notre bassin, on a tout ça, comment dirais-je, on a analysé tout ça par une étude, eh bien, on voit que après, lorsqu'on se trouve l'urbanisation en bas du bassin, eh bien, ça permet de limiter déjà tout un tas de ruissellement en amont. Et sur le bassin le plus bas, eh bien, là, on peut travailler, à partir de là, on peut travailler sur de l'infiltration. Nous imposons ça maintenant, l'infiltration, soit par, je vais dire, de l'infiltration alors à la parcelle, hein, on travaille à l'infiltration à la parcelle obligatoirement, et puis cette infiltration à la parcelle, deux types d'infiltration à la parcelle, une infiltration verticale. Hein, c'est-à-dire qu'on creuse un puisard d'une certaine dimension par rapport au calcul, au ruissellement, etc. Et puis, il y a l'autre, c'est l'infiltration à l'horizontale qui peut également se faire et qui peut permettre de stationner les véhicules des particuliers sur leur propriété. Donc, ça peut se faire. Hein, c'est des sols effectivement aussi drainants et puis la couche dessous doit permettre l'infiltration. Et après, quand on sort
s'il y a un trop-plein, eh bien, il faut faire des noues, là, qui sont sur l'espace public. On fait des noues et qui viennent compléter l'infiltration des terrains, des habitations, hein, viennent compléter donc cette infiltration. Et puis, en dernier recours, eh bien, on peut faire une noue plus conséquente qui peut collecter l'ensemble de la zone, hein, mais avec les débits qui ont été complètement limités donc auparavant. Donc là, nous, on impose sur les lotissements aujourd'hui, il y en a de moins en moins, hein, parce que le zéro artificialisation net est là, et puis c'est très bien, j'en suis adepte de ce zéro artificialisation net, et je crois que là, sur les zones ou les terrains, on va dire, comment on dirait, dans les dents creuses, eh bien, j'impose aujourd'hui, et c'est noté au PLU, l'infiltration à la parcelle. Alors, effectivement, il y a la problématique parce que ce qu'on peut dire, le pétitionnaire qui veut réaliser sa maison, il a une étude de sol à faire pour l'infiltration. Mais de toute façon, il vaut mieux aussi faire une étude de sol également pour la construction qu'on peut donc implanter sur ce terrain. C'est pour moi indispensable. Donc voilà notre travail. Et puis, je crois qu'il faut continuer à aller au-delà, c'est de travailler tout le sujet d'infiltration aussi qui peut être réalisable dans le cœur de bourg, hein, je dis ça peut être réalisable. Alors ça dépend des emplacements que la commune dispose, bien évidemment, mais on peut faire des infiltrations par des noues enherbées, ça garde de la verdure, ça diminue les îlots de chaleur, et je pense que ça, on peut le faire. Chez nous, on ne l'a encore pas fait, on y travaille concernant notamment la cour de l'école, hein, on y travaille, on y réfléchit sur la zone cœur de bourg qu'on va urbaniser, comment faire pour justement éviter d'envoyer l'eau des toitures et des parkings dans le réseau. Donc ça, c'est des sujets, il faut qu'on travaille, ça se fait. Moi, j'en suis convaincu et ça fonctionne. Je crois que de la pédagogie là-dessus était nécessaire, et au niveau des élus, je pense que c'est aujourd'hui compris chez nous. Je n'ai pas de plainte des habitants, hein, qui sont dans ces zones-là. Il n'y a pas de remarques particulières. Alors en plus, ce qu'on a mis, c'est que pour avoir la déclaration de conformité des habitations, eh bien, le, comment dirais-je, le puits d'infiltration ou la zone d'infiltration au niveau de la parcelle, eh bien, c'est contrôlé. On a un contrôle obligatoire et qui doit correspondre à ce qui a été déterminé au PLU et qui a été déterminé au moment du permis de construire. Si on n'a pas le contrôle de réalisation dans les règles de l'art, eh bien, on ne donne pas l'attestation de conformité de la maison. Et c'est respecté. On n'a pas de remarques particulières là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à être compris et intégré par les pétitionnaires. Voilà ce que je peux dire sur cet ensemble de notre expérience. Petite expérience, hein, je dis bien, je ne veux pas me gargariser là-dessus, mais c'est une petite expérience qui fonctionne et qui doit être développée davantage. Je vais vous dire, là récemment, j'ai eu un agriculteur qui m'a demandé de curer un fossé qu'il considère pas entretenu. Je lui ai dit qu'on allait aller regarder le fossé, mais que si c'était un sujet parce qu'il est enherbé et que ça freine l'eau, qu'il n'y a pas de danger pour la route, etc., eh bien, il faut accepter aussi des zones d'expansion
c'est-à-dire que si l'écoulement se fait mal et que l'expansion est un peu sur la parcelle, eh bien, il faut l'accepter. Je crois que ça, c'est un sujet indispensable pour moi. Donc voilà ce que je peux dire, ce qu'on a mis en place chez nous. Mais il y a encore beaucoup à faire, j'en suis convaincu. Et je l'espère que ça sera poursuivi, cette expérience. Voilà ce que je peux dire. J'espère avoir été compris. Merci pour votre intervention, Monsieur Charrier. Quand on a préparé votre intervention, on parlait aussi du fait que dans les perspectives, il y avait peut-être aussi de voir si ponctuellement ce coefficient de naturalité, de filtration pardon, que vous avez mis dans votre PLU pourrait être augmenté là où la nature du sol le permet. Et dans les perspectives, j'avais aussi noté que vous trouveriez intéressant de montrer que les efforts payent et que un pourcentage important des eaux pluviales qui tombent sur notre sont effectivement infiltrées. Je ne sais pas si on a des questions ou des demandes de compléments. On a une question. Comment régulez-vous ou contrôlez-vous la réalisation de sols imperméables en dehors des autorisations d'urbanisme? Ça, c'est la difficulté aujourd'hui. Je dirais que ça, on ne l'a pas réglé. Hein, c'est un sujet qu'on doit travailler. Alors, ça doit se travailler également avec les bureaux d'études. C'est un sujet qu'on n'a pas travaillé, mais qui nous semble nécessaire de travailler. Et comment on peut justement réguler après cette infiltration. Donc voilà, donc ça c'est un sujet à travailler. Ce qu'on a dit et ce que je vous disais là, j'ai des agriculteurs, des exploitants qui ont commencé, par exemple, à retaluter perpendiculairement à la pente des parcelles, hein, et mettre des arbres. Et donc là, on constate qu'effectivement, il peut y avoir des petites rétentions d'eau, hein, mais qui restent limite le long du talus. Et cette eau infiltre parce qu'elle n'a pas d'exutoire, donc elle s'infiltre. Alors ça dépend du sol, hein, donc je suis bien d'accord. Et donc on fait des constats comme ça. Mais je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on ait ce travail avec un bureau d'études par secteur de la commune et qu'on puisse justement avoir un meilleur contrôle et une meilleure évaluation, parce qu'il nous manque cette évaluation. Je dis, moi, il me manque une évaluation également dans la partie urbanisée. Il me manque le vrai bilan. Et donc ça, c'est un bilan qu'il faut qu'on fasse impérativement. Le seul bilan que je peux dire comme ça, c'est qu'on n'a aucune remarque des particuliers sur ce sujet-là. Donc je me dis que déjà, le bilan, il est positif. Mais il faudrait qu'on soit capable de mesurer. Et donc, il y a des choses à mettre en place, à mon avis. Effectivement, de mettre ça dans les règles d'urbanisme et le PLU, ça fait qu'on touche à toutes les nouvelles constructions. Et il y a aussi toute la réflexion de comment on favorise l'infiltration sur les constructions existantes, et que ce soit sur les constructions des particuliers ou les constructions des bâtiments communaux, etc. Alors, on a deux questions, deux interventions. On a M. Fontaine qui veut parler. J'utilise votre micro, M. Fontaine. Voilà. Excusez-moi, tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu, mais je pense que mon micro n'était pas activé. Parce qu'en fait, je voudrais rebondir sur ce que Jean Charrier vient de dire, parce que c'est un petit peu les propos que j'allais développer. Et j'ai l'impression, dans ces explications, de me retrouver un petit peu à ça près, où on fait exactement la même chose dans les lotissements. Parce que, effectivement, l'importance de la prise en compte des effets de ruissellement, enfin, c'est primordial. On a des habitants qui commencent à venir nous voir pour demander des aménagements. Alors, je vais parler de Safré parce que je suis vice-président à la Comcom, mais je suis aussi donc
adjoint au maire à Saffré, et Marie-Alexis Lefebvre nous avait fait une présentation lors de la précédente réunion. Mais effectivement, nous avons des villages en campagne qui sont très importants. Alors, on parle plus souvent de ruissellement urbain, mais en fait, dans des gros villages, on a exactement le même phénomène. Et on a donc des habitants qui arrivent nous voir pour nous demander des aménagements contre le ruissellement. On a des maisons en village qui commencent à inonder par ruissellement et non par débordement de cours d'eau. Et ça devient, comme Jean Charrier le disait tout de suite, hyper important de prendre ça en compte, parce que les pluies importantes qu'on peut avoir maintenant, en fait, ces phénomènes apportent des inondations de maisons qu'on ne connaissait pas auparavant. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, par rapport au ruissellement, on a sur la communauté de communes, avec l'EPTB Haut-et-Vilaine, une étude de ruissellement qui va se faire sur l'ensemble de la communauté de communes, alors sur des endroits ciblés, donc par modélisation au départ, mais effectivement pour savoir, ou du moins essayer de savoir, quels aménagements pourraient être faits pour éviter les nuisances de ruissellement des eaux pluviales. Et je pense que ça pourra résoudre quelques problématiques. Et quand on parle effectivement de replantation de haies, si on n'a pas le talus avec, alors effectivement, il y a quand même un peu je vais dire, de problèmes résolus par les arbres qui pompent l'eau. Mais le plus intéressant, c'est effectivement d'avoir des talus à la base. Donc, l'étude de ruissellement, effectivement, c'est pour arriver à un moment donné de pouvoir intégrer ces données dans les documents d'urbanisme pour essayer d'obliger les gens à faire ce qu'on veut qu'il soit fait par rapport à ce problème de ruissellement. Donc, c'était juste, c'était pour vraiment dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean Charlier venait de dire à l'instant. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation très, très, très instructive. Moi, j'avais quelques questions. D'abord, c'était savoir, est-ce que est-ce que ces travaux ont eu une résonance dans le PETR, dans le SCOT du Pays de Ré? Comment ça a été partagé? Est-ce que ça a pu inspirer le SCOT? Comment ça s'est traduit? Et aussi, j'avais une question sur le travail avec le syndicat de bassin versant qui a été un petit peu abordé là à l'instant avec le PTB Vilaine, donc pour le coup du côté de Saffré et de Nozay. Est-ce que tu as aussi travaillé avec le syndicat de bassin versant? Parce que comme tu l'as très bien expliqué, l'enjeu, il se fait aussi bien sur l'amont que sur l'aval, et d'avoir des solutions mises en œuvre à l'échelle du syndicat de bassin versant. Ce qui m'amène d'ailleurs à une réflexion, c'est est-ce que les SCOT et les syndicats de bassin versant travaillent main dans la main sur cette question? J'ai pas l'impression que ce soit complètement le cas pour être en commission locale de l'eau estuaire de la Loire, où on voit les SCOT une fois qu'ils sont déjà ficelés. Donc ça me fait me dire qu'il y a peut-être un enjeu de travail beaucoup plus main dans la main entre les structures de l'eau, EPTB ou syndicats de bassin versant, et les SCOT ou les acteurs des PLU, PLUI d'ailleurs. Voilà. Et j'ai une dernière question. Tu as évoqué un travail avec les agriculteurs. Est-ce qu'il y a aussi un partage sur ces questions-là, des discussions avec la Chambre d'agriculture? Est-ce qu'il existe des formations ou des outils proposés par la Chambre sur la question du ruissellement auprès des agriculteurs? Désolée, ça fait beaucoup de questions, mais comme je vois que tu as beaucoup de connaissances sur le sujet, j'en profite. Alors, merci Chloé. Et puis, je voulais effectivement sur le sujet. Alors, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai plutôt expérimenté des choses. Je vais le dire comme ça. Et cette connaissance, elle est venue comme ça. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Chez moi, quand j'ai fait ma maison, j'ai toujours dit que je n'enverrai pas d'eau à l'extérieur de chez moi.
Et donc, je l'ai expérimenté en connaissant le sol, bien évidemment, et je l'ai expérimenté chez moi. Et je peux vous dire, ça fonctionne. Et j'ai transmis ça à mes voisins directs qui ont fait la même chose et ça fonctionne. Donc, je suis très clair sur le sujet et c'est pour ça que j'ai pu après l'exprimer et le défendre et l'expliquer pour le faire sur notre ZAC. Hein. Première, je vais dire première mise en place de ce système public, on va dire ça comme ça. Alors, pour les sujets de bassin, oui, je partage. Hein. Quand j'étais président du syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire, hein, qui représentait 52 communes, donc c'est des sujets que nous avions évoqués déjà ensemble. Je suis allé, quand on avait commencé à faire du reméandrage, on va dire, pour freiner l'eau dans certains cours d'eau, des travaux avaient été commencés et arrêtés par un exploitant agricole. Et donc, je suis allé sur place pour l'expliquer, le dire, le faire comprendre. Ça a été un peu laborieux, mais ça s'est bien terminé malgré tout. C'était laborieux. Je disais à l'exploitant agricole, regardez votre bassin versant de la parcelle là, de 7-8 hectares sans aide du tout, sans talus du tout, et qui, le ruissellement arrivait directement dans le ruisseau. Je lui disais, vous voyez que déjà, ça, si vous faites un travail chez vous, vous allez diminuer le ruissellement et vous allez empêcher le ruisseau de monter en charge et d'aller peut-être inonder votre voisin plus loin. Donc, ça a été dit. Ça nous a été dit que oui, mais en amont, ça allait inonder la route. Donc on a dit, on va expérimenter, on corrigera s'il y a besoin de le faire, on verra. Et donc ça fait maintenant 7-8 ans que c'est fait et personne n'en parle plus aujourd'hui. Ça fonctionne. Donc voilà, alors avec les agriculteurs, c'est un sujet toujours délicat. Je dis toujours délicat. Je rappelle que mon prédécesseur, j'étais adjoint à la mairie à l'époque, en 95, et mon prédécesseur avec une adjointe à l'agriculture avait décidé, enfin avait proposé le réaménagement foncier sur la commune de Saint-Marc-de-Coutances. Alors moi j'avais dit à l'époque, j'ai dit oui, peut-être que c'est nécessaire, j'ai pas de doute, mais première chose à faire, c'est comment on protège les haies et nos talus existants aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Comment on fait pour protéger? Je dis parce que quand on parle de réaménagement foncier, je sais ce qui se passe. Eh bien déjà, on sait que les parcelles vont changer. Il y a du bois dedans et on coupe tout et après on arrache le talus. Alors ça, j'avais réussi à obtenir cette protection, c'est-à-dire qu'on a pris un arrêté en interdisant toute coupe, abattage de haies pendant la période de réaménagement foncier. On a mis une commission en place de surveillance. On a pu, comment dirais-je, un seul agriculteur ne l'a pas respecté, il a été verbalisé. Donc peut-être que ça a été fait au début des réaménagements fonciers, ça a calmé peut-être les autres, mais finalement, ça s'est très très bien passé. Par contre, ce que je n'ai pas réussi à obtenir, c'est d'éviter de réaliser des ruisseaux. Hein, ça, je n'ai pas réussi à l'obtenir. On a fait malgré tout des ruisseaux. Alors oui, on a mis des bassins de rétention. C'est certes, on a mis des bassins de rétention, mais les bassins de rétention, ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Et le bassin de rétention, quand vous savez que le bassin, suivant sa capacité, mais en général, le débit d'entrée est beaucoup plus important que le débit de sortie. Et le débit de sortie permet de tamponner pour pas que ce ruissellement aille trop vite. Mais
ça ne permet pas une réelle infiltration. Un peu d'infiltration, forcément, mais pas une réelle infiltration, ce que j'ai toujours évoqué. Et donc, ce sujet-là, on voit bien que ça a ses limites et qu'avant tout, il faut absolument réduire dès les têtes de bassin ce ruissellement. Donc, avec le monde agricole, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, certains ont énormément progressé, je le dis, vraiment progressé. Chez moi, il y a des agriculteurs d'ailleurs qui sont passés en culture biologique, hein, voilà, et donc on voit bien que la prise de conscience, elle est là malgré tout. Donc il y a des progrès. Ce n'est pas suffisant. La Chambre d'agriculture, je reste très prudent quant à sa position de la Chambre d'agriculture sur le sujet. Je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer avec eux sur le sujet. Mais j'imagine déjà les problématiques, parce que quand on parle de zones humides, on voit bien ce que ça génère tout de suite, les zones humides. Et donc voilà, donc je pense que là, c'est un sujet qui peut être complexe avec la Chambre d'agriculture. Mais je reste prudent, hein, je n'ai pas eu l'occasion de discuter vraiment sur ce sujet. Alors après, sur les SCOT, comment c'est pris en considération? Chloé, tu l'as dit, c'est un sujet qui me préoccupe toujours quand on donne un avis sur les SCOT. Je vérifie toujours cette problématique d'évoquer l'infiltration, d'évoquer la replantation de haies si c'est nécessaire. Salut, pas qu'à plein. J'ai entendu effectivement vice-président de Nozay, hein, j'ai bien entendu le sujet qui a été évoqué et donc voilà quoi, je veux dire, c'est toujours un sujet un peu lourd. Alors dans le SCOT, je le dis toujours, il faut impérativement que le département donne des préconisations là-dessus. Et Chloé, tu l'as dit, tu t'es bien engagée sur le sujet et je te remercie de tout ce travail-là parce que c'est important d'avoir au niveau du département ce sujet vraiment qui est primordial chez moi. Et on voit bien la difficulté d'ailleurs, c'est pas nouveau, mais on voit ça devient de plus en plus prégnant. L'eau potable, il va falloir être très 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 prudent. Et si on n'infiltre pas dans des bonnes conditions, c'est un vrai sujet. Donc voilà. Et donc sur les SCOT, le PETR, pris en considération, oui, mais à mon sens, pas suffisamment. Pas suffisamment. Parce que je trouve que le rôle du SCOT, enfin du PETR, entre autres chez nous, on aurait pu mener une réflexion par secteur des possibilités d'infiltration. Quand je dis ça, vous voyez bien, quand vous êtes en secteur de marais, ça peut être compliqué, l'infiltration, on est d'accord. Mais dans d'autres secteurs, eh bien, on aurait pu travailler sur des analyses de sol. Alors, effectivement, c'est pas partout, mais de travailler des analyses de sol pour prendre une orientation au niveau du scope pour indiquer justement les secteurs d'infiltration très pertinents, peut-être ceux moins pertinents. Donc voilà. Et donc ça, je trouve que c'est pas suffisamment pris en compte à mon avis. Je le regrette, hein, je le regrette bien évidemment, hein, mais je l'exprime, hein, je l'ai exprimé l'autre jour en bureau communautaire, hein, ce sujet-là. Alors sur le syndicat bassin de versant, pour nous, c'est Grandlieu Estuaire. Oui, le bassin versant, on a vraiment aussi la chance d'avoir un président qui s'implique beaucoup sur cette problématique de gestion de l'eau, hein, et de l'environnement. Et donc, on a la chance de ça. Il est porteur de cette réflexion. Et donc, ça fonctionne au sein du syndicat plutôt aujourd'hui bien, mais toujours avec des différences de point de vue avec les membres du syndicat, mais ça progresse. Il y a eu de la concertation aussi avec le monde agricole, etc.
Donc voilà ce que je peux dire au niveau du syndicat, c'est plutôt assez pertinent. Ce qui est travaillé, c'est pas suffisant, on peut toujours aller plus loin, mais je crois qu'on peut pas tout bouleverser d'un seul coup. Et puis j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, pour ma commune, on a limité aussi les surfaces d'occupation des sols dans les terrains constructibles. Hein, donc, il y a une surface importante à garder, je veux dire, à ne pas artificialiser. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, je suis, des fois, je le dis à des habitants, je dis on devrait taxer ceux qui imperméabilisent toute leur cour. Parce qu'il y en a marre de voir ce qui se fait et malheureusement, on ne le voit pas. Hein. Et bien qu'on a une règle dans le PLU, et bien, il y en a qui le font, mais comme il y a un muret devant, ben, on ne voit pas ce qui se passe chez eux. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous multipliez les surfaces imperméabilisées, donc le ruissellement superficiel, et vous imaginez ce qui fait. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, Chloé, mais j'essaie de répondre tout. Et puis, je remercie. Merci, oui, Jean. Je remercie Rémi Fontaine aussi, là, parce que ils ont une analyse similaire à la mienne. Donc, ça me fait plaisir de voir que des élus sont engagés dans ce sujet de ruissellement d'eau. On avait Monsieur Fontaine, vous vouliez réagir? Et après, on passera à l'intervention. Peut-être rajouter une petite chose, alors c'est vrai pour ne pas focaliser sur le monde agricole, mais on s'aperçoit aussi que certains drainages nous apportent beaucoup d'eau et qu'on n'avait pas forcément les infrastructures de gestion d'eau pluviale pour des volumes aussi importants aujourd'hui. Alors, dû toujours effectivement aux pluies qui sont de plus en plus intenses, mais moi j'ai le sentiment personnellement qu'il y a une cause à effet là aussi. Parce que les drainages ont été faits à une époque en fonction des pluies qui étaient connues, donc qu'aujourd'hui, les pluies ne sont plus les mêmes. Et je pense qu'on a des endroits où des maisons se sont retrouvées inondées alors qu'elles ne l'étaient jamais auparavant, enfin avant qu'il y ait les derniers drainages mis en place. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on fait un PLUI, là on arrive à la fin de l'élaboration et en fait il y a une course au drainage de la part des agriculteurs. Ça, c'est un peu dommageable, parce que là, les études ne sont pas forcément réalisées comme il le faudrait. Voilà. Merci. Nous passons la parole à Nantes Métropole pour le second témoignage avec Paulin Doucet et Tiffaine Yvon. Il y aura un temps de questions en réponse aussi à la fin. Donc là, j'ai vu qu'il y a quelques questions qui viennent d'arriver. On en reparlera à la fin. C'est bon, c'est rouge. À fond, il faut allumer le micro. C'est bon. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, pour moi. Ouais, c'est bon. OK. Eh ben, merci pour votre intervention. C'était fort intéressant. Du coup, nous, on va essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en place sur la métropole. Donc, il y aura un contexte beaucoup plus urbain, forcément. Donc sur cette thématique de ruissellement. En intro, je souhaitais du coup excuser Pascal Prat et Tristan Riom qui n'ont pas pu se déplacer, donc nos élus référents. Voilà, donc on va essayer de les représenter pour vous présenter tout ça. Donc effectivement, moi je vais introduire donc cette présentation présentant un petit peu le contexte de la métropole. Et du coup, j'introduirai tout ce qui nous a amené à faire donc une modélisation hydraulique à l'échelle de notre territoire sur le ruissellement pluvial et le débordement de petits cours d'eau. Donc en 2018, je vous présenterai rapidement le contenu de l'étude, ce qu'on a mis en place et comment on l'a construite. Et du coup, je laisserai Tiffaine donc présenter dans un second temps les implications derrière, comment est-ce que ça a été intégré en 2019 au PLU métropolitain. Les adéquations aussi avec le zonage pluvial, les traductions en aléas, voilà, et les principes d'instruction sur les projets d'urbanisme. Puis on vous présentera quelques perspectives avant de conclure.
Donc au niveau du contexte, donc je vous ai mis donc des petits chiffres qui sont sortis tout récemment, là, semaine dernière, et qui ont été produits par l'IGN. Donc pour vous présenter que le risque d'inondation par ruissellement pluvial, donc c'est le premier risque naturel en France. Donc un quart des Français ils sont exposés. C'est des coûts lors de la survenue de grosses pluies qui sont très importants, donc estimés à 50 milliards d'euros sur la période 2020-2050. Donc ça va s'intensifier petit à petit. Une augmentation donc ont été mentionnées un petit peu avant sur les pluies particulièrement intenses. Donc il y a fois 1,5 de pluie de pluie décennale, donc qui ont une chance sur 10 de se produire chaque année. Voilà, donc je vous ai mis un certain nombre d'autres chiffres, mais je vous passe en détail. Tout ça pour dire que l'année 2024, ça a été une année particulièrement pluvieuse. On a eu particulièrement 4 à 5 épisodes pluvieux importants qui ont amené des inondations par ruissellement. Donc avec environ 15-20% de pluie supplémentaire par rapport à la moyenne. Donc pour un total un peu supérieur à 1000 mm sur l'année. Je laisse. Voilà. Du coup, rapidement, voilà, c'est juste pour imager. Donc, on a tiré ce document du rapport du GIEC Pays de Loire. Donc, on peut voir la région des Pays de Loire donc en petits tirets, juste pour vous imager que il y a des épisodes pluvieux qui sont de moins en moins longs, mais qui sont de plus en plus intenses, et avec donc une différenciation saisonnière, avec une augmentation sur l'intensification, enfin sur l'intensité en été et une baisse de l'intensité et des occurrences en hiver. Donc un régime de pluie qui a tendance à se modifier avec le dérèglement climatique et qui va, dans les années à venir, on va avoir un même cumul annuel, mais avec des épisodes de plus en plus intenses et de moins en moins réguliers, donc qui sont à l'origine malheureusement donc d'inondations donc de plus en plus courantes. Je vous ai mis sur cette petite frise chronologique qui est assez parlante, donc les différents événements d'inondation qu'on a pu subir sur le territoire, donc sur Nantes Métropole. En bleu foncé, je vous ai mis les débordements de grands cours d'eau, donc Loire, Erdre et Sèvres, et en bleu clair, donc les inondations par ruissellement. On peut voir assez facilement que depuis Xynthia, et même si on oublie Xynthia, c'est encore plus lointain. On n'a pas eu vraiment de gros épisodes de débordement de grands cours d'eau sur le territoire. On est vraiment beaucoup plus exposé aujourd'hui au ruissellement pluvial. Donc, je vous ai mis 2013 2 fois, 2017, 2020, 2021, 2022 et 3, 4 fois, voire 5 fois en 2024. Donc, on a un phénomène qui se multiplie de plus en plus et qui provoque un certain nombre de dégâts chaque année. Ça va malheureusement pas aller dans le bon sens. Pour imager ça, je vous ai mis des petites photos donc des différents événements qu'on a pu subir sur la métropole, donc à Thoiré et à Nantes là en 2013. Donc on peut voir, donc là c'était une pluie d'occurrence 5 ans, donc 50 mm de pluie en 24 heures. Je rappelle que 1 mm de pluie, ça correspond à 1 litre par mètre carré. Donc 1 litre d'eau, donc voilà, on peut voir les dégâts que ça peut faire. Donc les gens essaient de s'adapter, on essaie de leur fournir ce qu'il faut pour qu'ils puissent accéder à leur logement, mais ça peut vite être compliqué. C'est des événements donc, qui sont très soudains. Donc ça peut être des orages très localisés, statiques, donc qui déversent des grands volumes d'eau sur un secteur très restreint. Et du coup, ça a amené au déploiement donc en 2017 sur un collectif qui était tout neuf, qui a été construit dans une cuvette. Et donc toute la partie rez-de-chaussée et sous-sol ont été entièrement inondées. On a été obligé d'envoyer des plongeurs pour vérifier qu'il n'y avait pas de personnes coincées dans les sous-sols qui auraient voulu sauver leur voiture notamment, qui est à l'origine de beaucoup d'accidents. Donc voilà, c'est des images qui sont assez parlantes. Un autre épisode en 2025, donc en juin, donc une pluie décennale sur une durée d'1 heure, donc on a eu 30 mm, donc 30 litres par mètre carré, donc voilà, ça fait beaucoup d'eau. Donc, suite à ce constat, donc Nantes Métropole a souhaité se doter d'une connaissance, tout d'abord, du ruissellement pluvial et débordement de petits cours d'eau sur la métropole.
Donc pour cela, on a lancé donc en 2016 une étude via un bureau d'études spécialisé donc, qui s'appelle Prolog Ingénierie. Donc une étude via une modélisation hydraulique donc en plusieurs phases. Donc je vous ai détaillé les phases, mais pour aller rapidement, donc il y a une phase de collecte d'un maximum de données qui vont permettre de lancer une analyse sur à quoi on a affaire sur le territoire au niveau du ruissellement. Toutes ces données elles vont nous permettre d'alimenter et de construire une modélisation donc à l'échelle du territoire pour faire une délimitation des zones inondables par des débordements et ruissellement, donc qui va venir en complément de ce qu'on peut avoir dans les plans de prévention des inondations, les atlas zones inondables et toutes les autres études qui peuvent être locales, donc des études hydrauliques à l'échelle des sous-bassins versants, etc. Et ensuite, une fois qu'on a cette modélisation, donc les résultats, on va pouvoir les analyser et déterminer des niveaux d'aléas en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse d'écoulement. Et ensuite, on va croiser, c'est toujours ces différentes étapes, on va croiser les aléas retenus avec les niveaux d'aléas aux enjeux qui sont retenus et on va pouvoir avoir une cartographie un petit peu fine des enjeux qui sont exposés à tel ou tel type d'aléas. Donc sur le territoire, on l'a évoqué rapidement avec l'intervention d'avant, donc nous on est plutôt sur un territoire urbain, mais nos limites administratives correspondent évidemment pas aux limites de nos bassins versants. Donc on a des bassins d'apport qui sont plutôt d'origine agricole, voilà, qui sont en dehors du territoire. Donc on a pris en compte aussi donc tous ces secteurs qui ont été déterminés de manière cartographique, tous les bassins d'apport pour pouvoir déterminer un petit peu tous les volumes qui finissent par arriver dans le centre urbain et donc qui sont à l'origine du ruissellement. Donc pour faire court, on a sur le territoire un secteur qui est fortement urbanisé, particulièrement autour de la ville de Nantes, donc de l'île de Nantes, autour de la Loire, la Sèvre-et-L'Erdre. Et ensuite, on a différents apports qui sont plus agricoles, comme je l'ai dit. Donc on a besoin de comprendre comment l'eau ruisselle dans les secteurs urbains, mais aussi de comprendre et peut-être essayer de maîtriser aussi ce qui se passe en dehors sur les secteurs plus agricoles. Donc au niveau de la modélisation en elle-même, donc on a fait le choix donc de prendre en considération une pluie qui s'est réellement passée sur le territoire, donc en juillet 2013, et qu'on a dû un petit peu gonfler en termes de volume. Donc on a la pluie en bleu sur le graphique qui s'est réellement passée et en rouge, donc celle qu'on a utilisée pour la modélisation. Donc on a dû partir d'une pluie réelle pour faire une pluie modélisée, de par le fait qu'on n'a jamais eu de pluie centenale sur une durée d'1 heure sur la métropole. Donc on a décidé de la modéliser, étant donné que la pluie centenale, c'est en cohérence avec ce qui se passe sur les crues pour les débordements de grands cours d'eau. On prend en compte les crues centenales. Donc voilà, et puis ça correspond aux pluies spécifiques du territoire, parce que chaque territoire a une forme de pluie un petit peu différente. Donc voilà, donc on a décidé de prendre ça comme base. À partir de cette pluie, donc une fois qu'on a la pluie, il nous faut modéliser le territoire en lui-même. Donc on a modélisé via un modèle numérique de terrain la topographie du territoire, donc pour avoir une topographie la plus fidèle possible en fonction de l'échelle de l'étude. On a alimenté le modèle avec donc la description de l'occupation du sol, avec des capacités d'infiltration qui ont été affectées et des capacités des coefficients de rugosité, coefficients de ruissellement, pour faire plus simple, qui ont été alloués aux différents types de surfaces. On a intégré les ouvrages, les ponts, les tunnels, etc., pour que le modèle puisse reproduire au mieux le ruissellement sur le secteur, pour être au plus près de la réalité et donc de ne pas avoir une cartographie qui présente des zones inondables qui ne le sont pas. J'accélère un petit peu, on est bon dans le timing. Ok, donc une fois qu'on a notre modèle, une fois qu'on a la pluie, une fois qu'on a notre territoire modélisé, on va faire tomber la pluie de manière homogène sur tout le territoire et on va regarder ce qui se passe. Donc comment est-ce que l'eau ruisselle? Est-ce qu'il y a des chemins préférentiels? Où est-ce qu'elle s'accumule? Et on va pouvoir comparer ces résultats avec les témoignages historiques qu'on a pu relever. Donc ça peut être des photos, ça peut être des relevés, ça peut être toutes sortes de choses, des témoignages, etc.
Et on va pouvoir aussi croiser ces résultats théoriques avec des études hydrauliques qui ont été réalisées à des échelles différentes sur des petits bassins versants, donc qu'on peut réaliser sur des secteurs qui sont particulièrement dysfonctionnants, comme le bassin versant de l'Aubinière, le Pré-Poulain, la Chésine, etc. Donc ça nous permet de valider un petit peu nos données. Voilà ce que ça donne en résultat brut. Donc on peut voir, donc là c'est une vue de la ville de Saint-Herblain, donc juste au sud de la Loire. Saint-Sébastien, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Herblain. Saint-Herblain, n'importe quoi. Saint-Sébastien, c'est bien Saint-Sébastien. Le résultat brut, c'est celui-ci. Donc il y a différents types de couleurs. Quand on est plutôt dans le jaune, on est sur un transfert, donc du ruissellement, avec donc des vitesses d'écoulement qui sont plutôt élevées. Et plus on va vers le bleu de plus en plus foncé, plus l'eau va venir s'accumuler. Donc en première lecture, on peut comprendre que l'eau, mettons là sur le chevelu hydraulique qu'on peut voir, va se déplacer là où elle est en jaune et elle va s'accumuler au point bas, sur les zones où la vitesse se réduit. Et donc on a des zones d'accumulation qui vont jusqu'au violet, là où on va dépasser 1,50 m, 2 mètres potentiellement d'eau, en cas donc de pluie centenale. Donc ça permet de bien comprendre le fonctionnement hydraulique du territoire. C'est fortement lié au chevelu hydraulique, donc à nos petits cours d'eau urbains. Donc certains qu'on avait un petit peu oubliés parce qu'ils ont été busés notamment. Donc ils sont plus trop visibles. Donc ça nous a permis de re-questionner un petit peu tout ça et de pouvoir réfléchir à comment adapter l'urbanisme à ce risque qui est désormais, grâce à cette modélisation, un petit peu plus connu. Et donc, au-delà des résultats bruts, donc on a souhaité, pour la création et l'intégration de la règle dans notre PLU métropolitain, avoir des aléas qui sont cohérents vis-à-vis du risque que pose le ruissellement urbain. Donc, tant en termes, donc sur la gauche du graphique, de hauteur d'eau, mais aussi en termes de vitesse d'écoulement. Parce que même avec très peu d'eau, on peut vite se retrouver à se faire emporter, en fait, à partir du moment où les vitesses sont un petit peu importantes. Donc je vous ai mis le schéma qui nous a servi de base, avec des petits détails au niveau de l'intervention en cas de crise, donc en cas d'inondation. On voit très vite que dès qu'on a une vitesse de 0,5 mètres par seconde, la plupart des personnes, donc là, sur le graphique, ils décrivent juste un adulte sportif stressé qui sera capable de réagir. Sinon, toutes les autres personnes vulnérables ou non sportifs, on va dire, sont assez vite dépassées et peuvent se mettre en danger si jamais ils sont exposés à ces hauteurs d'eau et à ces vitesses. Voilà, donc tout ça, on l'a un petit peu agrégé. Et donc, ça nous a permis de développer différents aléas dans le PLU métropolitain et une règle associée. Et du coup, je vais laisser Tiffaine vous présenter tout ça. Merci Paulin. Donc, du coup, en termes d'intégration dans le plume, donc là, on va être vraiment sur plutôt réglementaire et puis comment ça va se décliner concrètement dans l'instruction. Petit rappel pour le plan local d'urbanisme métropolitain, donc on appelle le PLUM. Il a été approuvé, élaboré donc en avril 2019. C'était la première fois à cette échelle-là. Avant, on avait 24 PLU communaux. Je ne vais pas vous détailler précisément comment il est constitué parce que je pourrais en parler pendant 1 heure. Mais du coup, vous avez le lien où on peut retrouver tous les documents du PLUM sur le site internet de Nantes Métropole. Et puis quelques extraits où justement tout ce qui est question de ruissellement pluvial va pouvoir s'y retrouver à la fois donc dans le règlement écrit mais aussi dans le règlement graphique. On a également donc des plans thématiques cycle de l'eau, donc c'était un peu les extractions que avait fait Paulin juste avant, puis je vais vous montrer après aussi le zonage pluvial. Et également, dans notre orientation d'aménagement et de programmation dit thématique, donc qui concerne l'ensemble du territoire, une OAP trame verte et bleue et paysage, où on retrouve également certaines recommandations.
En plus de ces éléments vraiment qui constituent le plume, on a d'autres outils, d'autres documents comme les fiches pratiques qui sont à destination des professionnels, des instructeurs, mais aussi parfois du grand public, où justement on forme ces instructeurs à respecter les règles, comment prendre en compte tel ou tel projet. Et puis du coup, ça rentre dans l'animation plus globale de notre réseau ADS. Donc il y a plusieurs enjeux et donc plusieurs réponses, on va dire, réglementaires dans le plume. Donc on a à la fois ce qu'on va pouvoir dire peut-être un peu plus les têtes de bassin versant, mais on a des zones de production où donc l'eau tombe, où on va avoir deux objectifs principaux. Ça va être de ne pas générer de nouveaux ruissellements et de limiter l'imperméabilisation. Donc là, ça va se traduire ensuite dans des règles vraiment de gestion d'eau pluviale et dans le zonage pluvial qui est un élément graphique. Sur tout ce qui est zone plutôt soumise au risque d'inondation, là, on va maîtriser l'apport de la population nouvelle. On ne va pas créer de nouveaux facteurs qui aggraveraient ce risque-là, bien sûr. Et puis, adapter les constructions, donc avec des diagnostics de vulnérabilité ou travaux éventuels, que là, c'est des actions qu'on retrouve dans le PAPI Loire-Aval. Puis, on a également, donc, bien sûr, dans la réglementation du risque d'inondation par le ruissellement pluvial et ce que je vous disais tout à l'heure, notre OAP thématique trame verte et bleue paysage. En plus de cela, on a bien évidemment des règles sur la protection des cours d'eau qui contribuent également à pas augmenter ces enjeux-là et ces risques surtout. Où bien sûr on interdit donc la couverture et l'usage des cours d'eau, qu'on est sur du retrait par rapport au haut de la berge, donc au haut du cours d'eau. On s'éloigne bien évidemment du risque, l'aléa. En termes vraiment d'objectifs réglementaires, donc on va vraiment avoir cet objectif principal de protéger les personnes et les biens des inondations produites par le ruissellement, mais aussi de prévenir ce risque inondation tant à l'aval qu'à l'amont, pour les constructions qui existent déjà, mais aussi futures. Donc, pour les constructions futures, ça va être sur la maîtrise de cette urbanisation-là, où on va à la fois donc sectoriser les secteurs en fonction de l'aléa et adopter vraiment des constructions vraiment en fonction de cet aléa. Donc, on va interdire les nouvelles constructions dans les zones les plus dangereuses, aléas très forts et forts, et on va adapter les constructions nouvelles pour réduire la vulnérabilité dans les zones où le zonage inondable est en aléa plus faible. Donc, en termes de traduction, au départ, donc suite à l'étude hydraulique, on a vraiment 8 secteurs, 8 catégories, on va dire, donc c'est le schéma de gauche, hein, j'ai pas de souris, mais où on va voir du coup plusieurs catégories qui, en fonction à la fois de l'accumulation d'eau et à la fois de la vitesse, vont s'aggraver. Donc, au début, on est sur du très faible accumulation, puis faible accumulation, moyenne, forte. Et puis, plus on se décale vers la droite, on va avoir des écoulements plus forts et donc jusqu'à des conditions extrêmes quand les deux sont réunis. En termes de traduction, on a traduit ça en 4 catégories, 4 aléas. L'aléa faible, que vous voyez donc plutôt en bas à gauche du graphique. L'aléa moyen, qui regroupe uniquement donc l'accumulation moyenne, l'aléa fort qui regroupe les fortes accumulations et l'écoulement moyen, et puis l'aléa très fort dès qu'on est au-dessus d'une vitesse de 0,5. Donc, en fonction du zonage, en fonction si le projet est en zone d'aléa faible ou plus fort, on ne va pas se référer au même document du plan local d'urbanisme métropolitain. Sur les zones d'aléa faible, on est vraiment et uniquement sur des recommandations, que je vais pouvoir détailler juste après, alors que dès qu'on va être dans des zones d'aléa moyen, fort ou très fort, on va être sur des prescriptions. Quelques petits principes de base. Le projet en tant que tel, il est concerné par les prescriptions, notamment s'il est concerné physiquement par l'aléa. Sur le petit schéma, on va dire, où il y a le A, donc le projet de construction, par exemple, et le A sur une unité foncière en jaune. Là, il est impacté, donc il va avoir besoin de mettre en place les dispositions qui s'y réfèrent.
Sur le projet A', l'unité foncière est concernée par l'aléa, mais le projet en tant que tel ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de se mettre les prescriptions ou les réglementations en vigueur. Et si le projet, comme le projet B, est concerné par plusieurs aléas, c'est l'aléa le plus fort qui est pris en compte avec les règles les plus contraignantes. Un petit logigramme très visuel. Je vais le représenter un petit peu après pour prendre le temps aussi. Ce logigramme, il nous permet de savoir qui fait quoi et en fonction de quel projet. De gauche à droite, en haut, vous voyez en fonction de l'aléa, donc l'aléa faible, moyen, fort, et puis donc on arrive après fort à très fort. Et puis, il se lit du coup de haut en bas avec les différentes étapes. On va avoir la première étape de détermination du type de projet. Donc, quel est vraiment le projet en tant que tel, où est-ce qu'il se situe. L'étape 2, l'analyse de la complétude du dossier. Donc, le dossier ne sera pas le même en fonction de l'aléa. On ne demandera pas les mêmes choses et les mêmes pièces ou études, voilà. L'étape 3, on instruit donc du coup le dossier techniquement. Et puis l'étape 4, on est sur la décision du service instructeur. Je reviendrai après, mais on voit là, ça permet aussi de voir les liens qu'on a entre communes et entre Nantes Métropole. Et le DCE, c'est notre direction au cycle de l'eau, qui intervient surtout dès qu'on est sur des aléas un peu plus forts et qui permet de bien regarder tout ce qui est études hydrauliques. Donc, aléas faibles, ce que je vous disais, c'est donc des recommandations. Donc, on les retrouve dans notre OAP thématique trame verte et bleue, paysage. On a notamment donc des recommandations sur de l'adaptation, sur de l'infiltration, aussi sur de l'interface. Donc, on retrouve par exemple assurer l'écoulement des eaux de ruissellement vers des espaces de pleine terre. On va avoir des besoins de rehausser le plancher de construction de 20 cm par rapport au terrain naturel quand nécessaire. Adapter la conception des réseaux au risque d'inondation, bien évidemment. Et puis aussi, par exemple, une recommandation, équiper les piscines qui sont non couvertes par des systèmes de repérage, parce qu'au moment de l'inondation, pour pouvoir savoir que justement, il y a une piscine ou un plan d'eau en dessous. Et puis, par exemple, sceller ou lester des éléments situés sur les secteurs inondables. Par exemple, une cuve à eau, c'est très bien de récupérer les eaux pluviales, mais si lors de l'aléa, on a un risque et puis la cuve s'en va, du coup, on rajoute également des risques avec des embâcles sur l'événement. Donc, un retour à la normale un peu plus compliqué. Sur l'aléa moyen, donc là, on rentre vraiment dans des prescriptions. Donc, ça va être vraiment en fonction du projet. Pour des constructions inférieures à 1000 m², ça va dépendre donc de l'emprise au sol, bien évidemment. Et on va se référer à une ligne d'eau de référence qui va constituer le niveau altimétrique d'implantation de la construction et qui doit être situé au moins à 50 cm au-dessus du terrain naturel. Donc là, on rentre quand même un petit peu dans le technique, je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça qu'est écrit la règle. Pour les constructions au-dessus de 1000 m², là, on va demander donc des études hydrauliques qui vont démontrer que les modalités de construction et d'aménagement mises en œuvre atteignent bien deux objectifs: la garantie de la non-aggravation du risque pour les personnes et les biens, et la garantie de la préservation des conditions d'écoulement. On a également deux autres petits articles sur à la fois les constructions agricoles qui sont autorisées lorsqu'elles ne peuvent pas être localisées en dehors de la zone inondable et sous réserve qu'elles sont implantées dans le sens des écoulements. Et pareil pour tout ce qui est installation, ouvrage, équipement d'infrastructures d'intérêt collectif et des services publics qui sont autorisés. Voilà, surtout quand c'est en lien avec la gestion de l'eau. Enfin, aléa fort et très fort. Donc là, on est également dans une zone de prévention. Donc là, tous les projets sont interdits.
que ce soit construction, extension, réhabilitation, changement de destination, installation et ouvrages non expressément autorisés dans l'article 2, qui est donc celui-ci, donc sauf, nous avons des exceptions, les constructions relevant à la destination des équipements d'intérêt collectif et services publics contribuant donc à la lutte contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques, la gestion de l'eau, et ceux liés au réseau, puisqu'on ne peut pas faire sans. Toute extension, réhabilitation, changement de destination d'une construction existante s'ils répondent à l'objectif de réduction et de la vulnérabilité. Et en aléa fort seulement, peuvent être autorisées des constructions nouvelles sous réserve donc, de la réalisation d'une étude hydraulique donc, qui démontre également les deux objectifs qui étaient énoncés juste avant aussi, la non-aggravation du risque pour les personnes et les biens et la garantie de la préservation des conditions d'écoulement. Ça, c'est vrai que c'est au vu de la pratique, au vu des retours qu'on a des instructeurs à l'échelle communale, sur le papier, comme ça met un peu pas mal de frustration parce qu'on a des particuliers qui se disent bah oui, ça va être simple, c'est facile à prouver, et en fait, dans les faits, c'est plus compliqué. Donc, on a énormément de va-et-vient, d'aller-retour entre les particuliers, entre le service instructeur, entre la direction de cycle de l'eau. Donc, on perd souvent beaucoup de temps et pour parfois une finalité négative. Donc, je remets mon petit logigramme, qui n'est pas que le mien, où justement, donc on voit bien en fonction des étapes. Donc, aléa faible, c'était assez plus facile, plus direct. On est sur de l'information du public avec les recommandations de l'OAP thématique. Sur l'aléa moyen, en fonction des projets, ce que je vous disais tout à l'heure, construction agricole, construction de moins de 1000 m², plus de 1000 m², on va avoir des demandes différentes. On voit l'étude hydraulique du coup apparaître dans l'étape 2 dès qu'on est donc sur une construction de plus de 1000 m². Et puis tout ce qui est projet d'aménagement. Et donc du coup, voilà, on a quand même un énorme travail des collègues sur de la direction de cycle de l'eau sur l'analyse justement de ces documents et mettre un avis pour la suite du dossier. Voilà, pour juste terminer, je redonne vite fait la parole à Paulin sur les perspectives et je conclurai juste après. Du coup, effectivement, on a souhaité évoquer certaines perspectives, notamment au niveau de cette modélisation hydraulique. Le modèle numérique de terrain qu'on a utilisé à l'époque, donc 2016-2018, pour la réalisation de cette modélisation hydraulique, elle datait de 2005. Donc, on a obtenu cette année un modèle numérique de terrain beaucoup plus récent, donc de 2024, qui sera beaucoup plus précis et beaucoup plus proche de la réalité que celui de 2005 aujourd'hui. Donc, on va l'intégrer dedans et regarder ce qui se passe un petit peu en termes de changement et ensuite réfléchir si c'est nécessaire ou pas de la mettre à jour, donc la donnée réglementaire. On a la volonté, le souhait aussi d'intégrer des occurrences inférieures supplémentaires. Donc là, on est uniquement sur une occurrence centenale. Le principe, notamment pour la gestion de crise, pour mieux comprendre la dynamique d'éventuelles inondations par ruissellement, ça va être d'avoir donc une C20, une C50, donc c'est pluie d'occurrence vingtenale ou vicennale. Donc il y a une chance sur 20 un risque sur 20 de se produire chaque année. C50, donc c'est cinquantenale, donc un risque sur 50 chaque année. Donc comme ça, on aura une gradation qu'on peut obtenir également dans le cadre des PPRI, voilà, pour un petit peu diriger nos efforts en termes de gestion de crise. En parallèle, même si on n'est pas sur tout à fait la même thématique, mais c'est quand même largement lié, on a une étude en cours avec le BRGM, donc le Bureau régional géologique et Bureau de recherche géologique et minière, pardon, qui a lancé une étude par l'intermédiaire d'une campagne de relever des niveaux des puits sur le territoire et un petit peu en dehors. Donc, on a fait en janvier et février dernier pour connaître le niveau des hautes eaux de nos nappes phréatiques, donc en période hivernale. On obtiendra donc les résultats de cette étude en janvier 2026, selon toute vraisemblance. Et du coup, on aura une deuxième campagne aussi prévue à l'automne pour connaître les niveaux
bas de nos nappes phréatiques. Donc ensuite, ça va être la question de savoir ce qu'on fait de cette étude. Est-ce qu'on va plus loin pour l'adapter de la même manière que pour le risque inondation par ruissellement et mettre en place un règlement de la même manière dans le PLU métropolitain? Est-ce on l'utilise uniquement en termes informatifs? Voilà, donc ça va être des questions qu'on va se poser. Et on souhaite également, dans un troisième temps, donc faire des modifications dans la règle initiale qu'on a intégrée au PLU métropolitain, avec notamment l'ajout de la notion d'établissement sensible qui n'est pas décrite aujourd'hui dans le lexique du PLU métropolitain. Donc, puisqu'elle n'existait pas, on n'a pas pu s'en saisir et ça nous a posé quelques soucis, notamment sur des projets à public vulnérable qui étaient projetés dans des secteurs très exposés. Donc voilà, on souhaite intégrer ça pour interdire simplement ces projets-là, qui à nos yeux ne sont pas cohérents dans des secteurs très exposés. La question aussi sur les autorisations accordées en aléa moyen et fort, est-ce qu'on revient dessus? Est-ce qu'on durcit la règle? Voilà, donc ça va être des questions qu'on se pose aussi. Et j'en ai parlé précédemment, donc l'ajout d'une règle potentielle sur les nappes phréatiques, voilà, pour être vraiment complet sur débordement de grands cours d'eau, ruissellement, débordement de petits cours d'eau et remontée de nappes phréatiques. Donc là, on sera plutôt bien niveau risque inondation sur le territoire. Donc voilà, c'était une petite présentation pour montrer que sur le territoire de Nantes Métropole, on prenait ce risque inondation par ruissellement pluvial dans nos documents, à la fois voilà écrit, graphique. Je voulais bien me présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas forcément un sujet, même si Paulin l'a dit en contexte, qui est un sujet national, voire même mondial. C'est pas un sujet aujourd'hui, nous, nationalement, qui est pris dans le code de l'urbanisme. On n'a pas de pièce obligatoire se référant à ce risque-là et que chaque projet devrait remplir. Donc on s'adapte et on demande nous d'autres choses. Il y a très peu de PPR ruissellement en France. Donc malgré un allié à présence que je disais tout à l'heure, il y en a quelques-uns, je crois, dans le nord, vers Lille. Bon, nous on a déjà des PPRI aussi, hein, sur notre territoire. Et puis, ça passe aussi par une acculturation de ce risque d'inondation par ruissellement pluvial à conforter même tous les risques, on va dire, les trois que tu as cités, plus globalement auprès du grand public, mais pas que. Voilà, on va peut-être rebondir sur il y a la journée résilience aussi prochainement. Du coup, il y a la petite pub sur le territoire aussi. Donc, le 13 octobre, c'est la journée nationale de la résilience. Et du coup, on a lancé l'année dernière, donc pour la première année, une action pour faire connaître un petit peu mieux les risques sur notre territoire et notamment le risque d'inondation par ruissellement. Donc, ça a à nouveau lieu cette année. On fait ça au niveau de la place de la Petite Hollande dans le centre-ville à Nantes. Donc, il y aura des stands notamment sur le risque d'inondation par ruissellement, mais pas que. Peut-être une petite présentation de notre étude qu'on fait avec le BRGM. Et il y aura aussi un camion du Climate Sense, donc pour comprendre un petit peu les effets du dérèglement climatique sur les fortes chaleurs, donc avec un camion qui a une salle qui monte à 50 degrés. On vous demande de faire des tests physiques et cognitifs, et voilà, pour imager un petit peu ce qui se passe avec ce dérèglement climatique. Donc je vous invite à y aller. Voilà. Du coup, on a terminé. Ouais, merci à vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on vous projette la diapo avec les prochaines dates, mais on va prendre 5 minutes pour pas trop terminer en retard. Sur les questions. Notamment, on a des questions sur le coût que ça a représenté pour Nantes Métropole, cette étude, et des moyens humains que vous dédiez à développer chez vous. Voilà, on sent qu'il y a des petites communes et des intercos jalouses de vos moyens. En termes de coûts, effectivement, c'est pas forcément. Enfin, c'est des coûts relativement importants. Je peux pas vous donner les coûts précis, mais on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, donc pour faire ce type d'études en externe. Après, une fois qu'on a l'étude, effectivement, il faut des gens qui sont en capacité de la maîtriser, de l'analyser au besoin et de faire un pont avec toutes les règles en urbanisme, etc.
Et donc, effectivement, il y a les services de la direction cycle de l'eau qui analysent les projets également et qui accompagnent. On fait des petites formations aussi avec eux pour accompagner les instructeurs communaux. Donc, il y a pas mal de sollicitations en termes de personnel aussi. C'est une thématique qui était pas trop connue il y a quelques années, donc quand on l'a sortie dans le Plume en 2019. Donc, ça a demandé pas mal de temps d'acculturation, d'explication, notamment pour les maires qui comprennent un petit peu à quoi ils avaient affaire, à quoi était exposée potentiellement la population, etc. Le terme de pluie centenale, c'était pas forcément très clair. Donc voilà, il y a une approche pédagogique à pas occulter. Donc au-delà de l'investissement de départ qui est effectivement important, même si aujourd'hui il y a des subventions potentielles pour la réalisation de ce type d'études via des PAPI notamment, donc des programmes d'action de prévention des inondations que propose l'État. Donc des subventions sont possibles via ça. Il y a d'autres fonds de subventions qui peuvent potentiellement être sollicités, comme le fonds vert. Voilà, donc il y a des choses à gratter un peu à droite, à gauche. Mais c'est un investissement important, mais je pense que ça permet aussi d'éviter pas mal de, de coûts directs et indirects, donc si on fait pas ce type d'études. Donc voilà, la question est à creuser sur moyen long terme, disons. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, oui. Sur la question du coût, comme dans beaucoup de sujets d'adaptation, où effectivement, ça nécessite des investissements aujourd'hui Oui, pour éviter les risques à venir. c'est ça. En termes d'autres questions, il y avait des questions plus générales par rapport au webinaire, sur la transmission du diaporama. Ça, normalement, on va pouvoir vous les transmettre. Sur le fait Ouais. d'avoir un replay, là, on est en train d'enregistrer, donc effectivement, on mettra à disposition le replay de ce webinaire. Il y avait d'autres questions, mais vous les avez répondu au fur et à mesure, finalement, sur le Sur lien avec le l'intégration. code de l'urbanisme, etc. Donc, je crois qu'on a On a fait à peu près le tour des questions. Il y a une main levée, je crois que je sais Ouais, pas mais si je pense- c'est parce qu'elle était restée Ouais. levée ou si elle est toujours levée. Je pense que c'est Monsieur Fontaine qui avait, oui, peut-être laissé sa main levée. Mais Désolé. oui, c'est Ok. ça. Pas de souci. Ah, et puis bah nous, enfin, je parle pour moi en tout cas. Si vous souhaitez avoir mon contact, c'est possible aussi. Si vous voulez me poser des questions ou creuser un petit peu sur les questions de modélisation, etc. Je suis disponible pour ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire, donc les ressources seront partagées, les présentations, et on a aussi une newsletter qu'on fait au département qui donne l'actualité du travail qu'on mène sur l'adaptation au changement climatique. Donc ruissellement est l'un des chantiers, mais pas que. Donc si vous souhaitez recevoir ces informations et que vous ne les avez pas déjà, vous pouvez aussi nous demander à être inscrit à la newsletter. Merci. Merci à tous pour votre Merci à vous. participation. Oui, il y avait une Merci autre question. beaucoup. Et n'oubliez pas les 3 prochains webinaires. Donc, le prochain est le mercredi 15 octobre sur le même créneau autour de l'aménagement opérationnel, donc avec plutôt des cas concrets, des exemples qui vous seront présentés.